Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Ce soir, nous allons parler des groupes terroristes avec une teinte islamisme. On va voir les pourquoi, les comment de ces groupes et comment ils fonctionnent en tous les cas et qui est derrière ces groupes. Avec la guerre en Ukraine et celle de l'antiterroriste contre Gaza, naissent des attentats terroristes qui étrangement éclatent dans des zones bien précises, des frappes bien réfléchies et soigneusement sélectionnées. Est-ce un hasard aujourd'hui que ces frappes et leurs auteurs portent souvent le sceau de l'islam? Est-ce aussi un hasard que les auteurs soient toujours de confession musulmane, quelles que soient leurs origines, soit sans oublier bien entendu le timing des attentats et l'endroit où se produit toujours ou généralement les catastrophes, car la cible est la plus privilégiée, la cible civile est, comme je le disais, très privilégiée, car plus c'est violent et plus ça a de la chance d'être répercuté. Le terrorisme islamiste est-il un mouvement islamique en soi ou se fabrique-t-il dans des laboratoires des renseignements? C'est ce que nous allons tenter en tous les cas d'élucider ce soir avec nos invités que nous allons découvrir dans un tout petit moment. Alors, on accueille avec beaucoup de plaisir toujours Monsieur Eli Hatem, avocat, Maître Eli Hatem, avocat, homme politique français. Eli Hatem, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léla et merci de votre invitation. Merci à vous. Et Taoufik Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire. Bonsoir, Monsieur Taoufik Hamel. J'entends rien. Monsieur Taoufik Hamel, on vous dit bonsoir. Avec l'espoir que donc, la connexion soit rétablie, nous allons donc rentrer sans plus tarder immédiatement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi on a choisi de parler de ça, Eli Hatem? Parce que de plus en plus, chaque fois qu'il y a des crises sur le plan international, et le monde l'a attesté, l'expérience aussi, on a vu avec la guerre par exemple en Ukraine et puis la guerre de l'antiterroriste sur Gaza, il émerge des attentats terroristes et on découvre par la suite que ce sont sans surprise, des groupes soit islamistes, soit islamiques, même s'ils ne sont pas du tout d'à propos, on trouvera toujours un moyen que les auteurs de ces attentats soient ou aient au moins, ne serait-ce que minime, lien avec l'islam. Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on nous sert? Donc déjà, ce ne sont pas des groupes, ce sont des groupuscules. Oui. Et la plupart de ces groupuscules, donc, on n'a jamais entendu parler. Sauf, il faut peut-être commencer, et je fais un petit résumé donc, de cette affaire qui est celle de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Comme vous le savez, la fin de la bipolarisation a été notée par la chute de l'Union soviétique, en particulier l'une des causes donc, de la chute de l'Union soviétique était la guerre en Afghanistan. Et c'était le début de l'instrumentalisation des facteurs religieux à des fins politiques, autrement dit que les États-Unis et les services américains ont utilisé le recours à une déformation donc, de la religion en reprenant certains thèmes qui ont été théologiques du XIIIe et du XIVe siècle dans l'islam, en faire une idéologie à l'instar d'ailleurs du communisme et de l'idéologie communiste qui a permis de bouleverser donc, le monde et en faire, à partir de là, un élément politique de pouvoir qui peut être utilisé et à des fins donc, de destruction de régime, etc. Et c'est comme ça que Al-Qaïda a pris naissance avec Oussama Ben Laden, qui travaillait pour le compte de la CIA américaine et dont le nom de code était Tim Osman. Alors, l'objectif était de renverser le communisme et l'Union soviétique. Et ceci a conduit également, parallèlement également, à renforcer d'autres courants qui sont fondés sur l'instrumentalisation donc de l'islam, mais l'islam politique, c'est un peu comme le judaïsme politique, à des fins religieuses. Et il faut rappeler que ces groupuscules sont vraiment très très peu nombreux, mais ils sont utilisés comme le bras armé des États-Unis qui a réussi quand même à instrumentaliser ce facteur en Afghanistan. Nous avons vu également l'usage de ce groupe, de ce salafisme, je dirais, ou de l'usage ou de l'instrumentalisation de ce facteur à des fins politiques, entrer
dans des pays de l'Est de l'Europe après la chute du communisme. Surtout, ces pays, il faut rappeler, qui sont plus de tradition soufie qu'ils ne sont malikites ou hanafites ou autres. Donc, et malgré tout, ils ont été infiltrés par le courant, de ce qu'on appelle le courant salafiste politique, et nous avons assisté à une visite de Oussama Ben Laden, et ce qui a permis quand même la création de groupes militaires, ce qu'on appelle le retour des moudjahidines pour combattre en Europe de l'Est, à savoir en particulier en Bosnie et au Kosovo pendant la guerre, qui avait pour objectif de disloquer l'ex-Yougoslavie et qui était en train de se rapprocher de la Russie après la chute du communisme. Et par la suite, nous avons vu quand même une extension de ce phénomène au Daghestan d'ailleurs, et c'est là où est né les prémices en fait de l'État islamique, et c'était l'émirat islamique du Daghestan. Au Kirghizistan, c'était pareil, en Tchétchénie, et nous avons vu quand même cette guerre qui a perduré. Donc, pour les Américains et pour les services américains, cette expérience a réussi, aussi bien en Asie centrale que dans les autres pays de l'Europe de l'Est, à savoir la Bosnie et le Kosovo, et il suffit simplement de pouvoir manipuler des personnes qui ont des problèmes, soit des problèmes psychologiques ou bien des problèmes familiaux, et pour pouvoir les entraîner dans cette machine qui est celle des opérations, mener des opérations terroristes et les attribuer à des individus qui se réclament de l'islam. Nous avons vu cela, on ne va pas entrer trop peut-être dans le détail, oui, mais surtout depuis le 11 septembre où il y a eu un changement, je dirais, du mode opératoire. Les États-Unis ont fait semblant de se dissocier d'Al-Qaïda et d'utiliser ce qui s'est passé le 11 septembre pour pouvoir justifier leur intervention en Afghanistan, mais plus tard aussi en Irak, alors qu'on sait très bien que l'Irak était une république laïque et anti-islamiste, et donc, et malgré tout, ils se sont appuyés, une partie sur ce phénomène-là, et une autre partie sur la détention de l'Irak des armes de destruction massive. Ben justement, M. Eli Hatem, est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on essaie un petit peu d'instrumentaliser l'islam, peut-être les groupes ou l'islamisme, de toute façon, il y a une connotation très péjorative par rapport donc à cette notion de l'islam qui est toujours, si vous voulez, en parallèle avec, en liaison plutôt, ou en lien avec le terrorisme. Alors, chaque fois que les objectifs, par exemple, ne sont pas atteints, ou du moins semblent très difficiles à atteindre d'une manière dans le sens politique ou même militaire, on a recours justement à ces groupuscules, si vous voulez, à tendance islamiste. Ce n'est pas un hasard non plus que ces groupuscules soient toujours aient toujours une confession musulmane, même s'ils sont avec des origines différentes, par exemple azerbaïdjanais ou peut-être même européens. Mais l'essentiel, c'est que la confession soit celle de l'islam. Oui, absolument. Parce que, si vous voulez, c'est ce que je disais, c'est qu'à partir du 11 septembre, on a voulu, et comme à l'issue donc de la chute de l'Union soviétique, il fallait créer un nouvel ennemi pour pouvoir l'utiliser et instrumentaliser ce nouveau phénomène pour déstabiliser l'ensemble des pays de la planète. Et les services américains ont trouvé que c'est le meilleur moyen de pouvoir le faire. Vous savez, en France, par exemple, qui était opposée à la guerre en Irak, elle était acquise à cette politique arabe de la France. Donc il fallait dissocier la France du monde arabe et la couper donc de ses liens historiques avec le monde arabe. Et c'est la raison pour laquelle que les attentats qui ont eu lieu en France ont été exécutés par des gens, ce qu'on appelle les exécuteurs, donc en fait de ces opérations, parce que j'insiste, il s'agit d'opérations bien travaillées par des services secrets étrangers, intelligemment pour monter l'opinion publique et montrer du doigt que ces exécutants, ces gens donc, qui ont commis l'acte, ont des noms à connotation non pas simplement musulmane, mais arabo-musulmane. Oui. Et comme vous le savez, il y a des convertis, des Français qui ont été combattre avec l'État islamique, avec Daesh. Oui, oui. Mais ce ne sont jamais ces gens qui ont commis ces opérations.
les exécutants ont des noms, la plupart arabes et musulmans. Oui, alors très bien, vous avez dit avec Daesh, revenons à ce groupe justement de Daesh qui, avec le temps, on a découvert que peut-être il serait le pur produit des laboratoires des renseignements américains. Alors on continue quand même et on persiste à croire que c'est un groupe islamiste, alors que c'est un groupe qui sème la terreur la plus violente jamais inscrite dans l'histoire de l'humanité. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Irak, Tawfiq Hamel. Est-ce que finalement, les pays puissants ou les puissants de ce monde, les Occidentaux, pour ne pas dire les États-Unis et quelques pays en Europe, ne sont pas en train d'employer une nouvelle stratégie dans l'hégémonie qui passe par le terrorisme ou par les groupes terroristes, lorsque le dialogue ou la politique vient à manquer? Effectivement. Le recours à des acteurs non étatiques, le recours au terrorisme n'est pas quelque chose de nouveau dans les relations internationales. Dans le cas du Moyen-Orient, des pays arabes, le plus souvent, il y a toujours le mot terrorisme est toujours associé à l'islam, l'islamisme. Alors, d'une part, il y a une partie, c'est un malentendu, il y a un manque de connaissances pour certains, mais pour certains, cette association est délibérée pour atteindre des objectifs de politique étrangère divers. Alors, quand on revient sur Daesh, l'État islamique, quand on regarde en 2014, la direction centrale de Daesh en 2014 était composée de 70% de la direction de Daesh était composée d'anciens membres du parti Ba'ath. Les deux bras armés pour la Syrie et pour l'Irak étaient occupés par deux généraux de l'armée de Saddam. En fait, globalement, quand on regarde le parti Ba'ath, c'était l'un des grands opposants à l'islamisme en Irak. Alors, en 2014, on se retrouve avec un parti avec Daesh, l'État islamique, et sa direction est composée de 70% de partis du Ba'ath. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se poser la question des anciens membres de l'armée de Saddam. En fait, l'une des erreurs les plus importantes qu'a commise l'administration américaine, c'était d'une part la dissolution de l'armée irakienne, oui, et la départisation. D'une part, il faut se poser la question, où sont-ils partis? Parce que globalement, les anciens membres du parti Ba'ath de l'armée de Saddam étaient des officiers avec un certain savoir-faire très très important. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dispersés dans la nature. Et du coup, elles ont créé une direction. Globalement, certes, elle a eu une connotation, une couleur religieuse, mais globalement, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit. De mon point de vue, en fait, dans ce qu'on appelle Daesh, certes, il y a une composante religieuse, mais globalement, on est plus face à des groupes disparates, des membres disparates avec des idéologies différentes, qui sont tous animés par la violence. On se retrouve avec des seigneurs de guerre, des terroristes, et il y a un soutien extérieur. J'avais écrit un article en 2015-2017 dont le titre c'était du terrorisme comme la poursuite de la politique par d'autres moyens. Aussi, ici en Occident, on parle de la guerre comme la poursuite de la continuité de la guerre par d'autres moyens, et on se retrouve dans une logique c'est pareil où on se sert du terrorisme comme la poursuite de la politique par d'autres moyens. Alors quels sont les objectifs le plus souvent, particulièrement dans les États faibles fragiles, c'est très très facile de manipuler la population et les groupes les plus extrêmes. Oui. Alors, il y avait certains rapports de 2016-2017 qui ont été publiés, qui montrent que les États-Unis en 2016-2017, elles ont investi au moins 14 milliards dans la fabrication de vidéos salafistes. Globalement, quelqu'un qui regarde ces vidéos, elle va se dire que ce sont des vidéos qui sont fabriquées par des salafistes, mais derrière, il y a des agents de renseignement. Ça veut dire qu'il y a un objectif derrière. Alors actuellement, on parle de la guerre. Actuellement, on parle de ce qu'on appelle la guerre cognitive. La guerre cognitive consiste, en fait, sa signification principale, c'est de dire que le champ de bataille principal, c'est l'esprit de l'ennemi. Et les réseaux sociaux, l'Internet, justement, font partie de ces outils
de ces outils pour justement mener la guerre cognitive, pour désarmer l'adversaire sans utiliser les armes, même parfois pour les insurrections. Avec les nouveaux moyens de communication, on peut mener des insurrections à distance, de telle manière qu'on peut téléguider un drone à distance, on peut mener des insurrections à distance à condition justement de mettre en place une stratégie efficace qui va dans ce sens. Comment mobiliser les gens, comment utiliser leurs griefs, leurs revendications jouer sur les différences. Globalement, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Tawfiq Hamel. Justement, alors on va dire qu'aujourd'hui, l'État islamique, qui est tout sauf islamique, parce qu'on a remarqué, alors dans ces cas-là, Eli Hatem, pourquoi cherche-t-on à chaque fois de toucher avec le sceau de l'islamisme tout ce qui est groupe terroriste qui peut terroriser soit la région au Moyen-Orient, soit exporter cette terreur en Occident, comme on l'a vu avec le dernier attentat, par exemple, à Moscou, où il était presque logique dans l'esprit, l'imaginaire de tout le monde, que de toute façon, les groupes qui avaient commis cet attentat ne pouvaient être que d'origine musulmane. On s'attendait un petit peu. Alors qu'il y a tellement de pistes qui pourraient laisser penser à autre chose, vu qu'il y a une guerre en Ukraine, on pourrait penser à autre chose plutôt que cette piste islamiste. Absolument. Absolument pas. Mais comme je le disais, c'est qu'il y a un objectif politique, il y a un projet politique qui est derrière tout cela. Et c'est pour créer, si vous voulez, ou mettre en œuvre cette stratégie ou cette idéologie qui est celle du choc des civilisations de Samuel Huntington. Oui. Et si vous voulez, ce n'est pas ni votre invité ni moi qui disons que Daesh est une création donc des services américains, mais c'est Monsieur Donald Trump qui, lors de sa campagne, la première campagne électorale, qui avait dit que Daesh ou l'État islamique est une création des services de l'administration de l'ancien président Obama. Mais ce n'est pas simplement le candidat Donald Trump qui l'avait dit. Madame Hillary Clinton, dans son livre Hard Choices, elle a parlé du recours à ce projet politique, de cette instrumentalisation de ce facteur qui est celui du recours au salafisme ou à une idéologie qui est issue de quelques bribes de l'islam pour en faire une idéologie politique et pour déstabiliser les pays donc, du monde et de la planète. L'exemple, encore, il y a un exemple qui est très concret, c'est que pendant la guerre en Syrie, vous savez, il y a les deux groupes, le groupe Al-Qaïda et le groupe Daesh qui a émergé depuis 2015, en particulier en Syrie, et qui a déstabilisé le pays. Le Al-Qaïda, c'est le front Al-Nusra, et l'autre, c'est l'État islamique pour la Syrie et l'Irak et le Moyen-Orient. Alors, comme par hasard, c'est que Israël, et donc, ou l'entité sioniste, si vous voulez, et ses services ont soutenu le front Al-Nusra. Mieux encore, Israël recevait dans ses hôpitaux les combattants du front Al-Nusra, les soigner dans ces hôpitaux. Ce qui a même conduit l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à soulever cette question et à demander à cette entité d'arrêter son soutien à ces groupes. Un dernier exemple qui est très clair pour nous tous. Aujourd'hui, la Palestine subit un génocide, un crime contre l'humanité, où la population est en phase d'être exterminée. Et la plus grande partie de la population palestinienne est quand même de confession musulmane et sunnite de surcroît. Où est soi-disant ce mouvement qui veut utiliser au nom de l'islam faire la guerre et faire le djihad pour sauver les musulmans? Aucune cartouche, aucun tir n'a été fait contre les Israéliens. En revanche, ils se sont amusés à faire des attentats comme celui du 3 janvier dernier à Kerman, dans le sud de l'Iran, un pays musulman. Ils se sont aussi amusés, et je parle de l'État islamique de Khorasan, qui est l'un des bras droits, si vous voulez, armés, de la CIA américaine. Ils ont fait le même scénario à Crocus, en Russie, à côté de Moscou, dans l'une des banlieues de Moscou. Mais les Russes ont été beaucoup plus intelligents parce que
Aussi bien le président Poutine que M. Lavrov, que Mme Maria Zakharova, en disant qu'on ne veut pas tomber dans le même piège que les Occidentaux, les Français, simplement condamner les exécutants. Mais il faut voir les véritables commanditaires, c'est-à-dire ceux qui sont derrière tout cela. Si c'est vrai, et c'est l'État islamique au Khorasan, tout le monde sait très bien que cet État ou l'État islamique, c'est le bras armé de la CIA américaine qui a envoyé un message très spécifique aux Russes. Et c'est la raison pour laquelle la Russie n'est pas tombée dans le piège, surtout que l'a attrapé vivant, ce qui n'a pas été le cas en France pour Mera et pour les autres. Ils ont tous été tués pour qu'ils ne parlent pas, pour que les choses ne se révèlent pas, soit dissimulée. pour que l'enquête n'aille pas jusqu'au bout. Mais si vous voulez, je termine là-dessus. Il y a deux éléments qui sont très intéressants. L'un des assaillants à Moscou, il a dit de lui-même, et ça a été répété également par les autres, qu'il a été payé la somme de 5 000 $ et qu'il devait être payé le solde de 5 000, c'est-à-dire il faisait ça en tant que mercenaire pour de l'argent. Alors les autres qui ont repris aussi donc le même discours, quand ils ont été interrogés, ils ont révélé aussi cet élément. Ils ont ajouté que mais nous avons oublié quelque chose et nous avons été engueulés là-dessus parce que nous avons oublié de crier Allahu Akbar en commençant notre opération. Donc, pour vous dire qu'il y a toute une mise en scène pour faire ces opérations et les faire porter par l'islam, pour arriver à un objectif escompté, c'est mettre en œuvre cette théorie du choc des civilisations. Oui, et faire de l'islam l'ennemi à abattre à tout prix. Tawfiq Hamel, pour conclure avec vous, puisque de toute façon toutes les stratégies ont été dévoilées, on le sait, soit par des fuites de documents ou de dossiers comme ce fut pour le groupe Daesh ou l'État islamique, soit pour d'autres groupes. Alors pourquoi ces stratégies continuent-elles à fonctionner sur le terrain ? Pourquoi ces stratégies continuent-elles à fonctionner sur le terrain? Pour une simple raison, parce qu'il y a des raisons valables, il y a des revendications qui sont légitimes. Et qui fait que c'est beaucoup plus facile de manipuler une partie de la population qui a des revendications légitimes. Ensuite, il y a des moyens énormes qui sont mis en place. Et généralement, les groupes terroristes, la criminalité, généralement se développent dans des États où il y a une certaine fragilité. Lorsque l'État n'est pas capable de répondre aux besoins de la population, généralement, les gens cherchent des alternatives. Et lorsque vous avez des groupes terroristes qui sont capables de proposer des sommes faramineuses, parfois par la contrainte, c'est l'intimidation. Quand on regarde actuellement en Libye, une grande partie de la criminalité, d'une partie de la drogue qui passe par le Sahel, elle est sécurisée par des groupes terroristes. Oui. Là, vous avez une population qui est fragile, qui cherche la sécurité. Ensuite, vous avez des États qui sont incapables. Et si on regarde au niveau du développement, les derniers rapports qui ont été publiés récemment, le service de la dette des pays en développement a dépassé 500 milliards par an. Cela montre à quel point les pays en développement, les pays africains, les pays du Moyen-Orient, sur de la dette et ont des difficultés justement de répondre aux besoins de la population. Et en même temps, vous avez des États, des grandes puissances qui ont des intérêts géopolitiques très importants, qui investissent. Quand on revient sur la question du terrorisme, le terme terrorisme, c'est un terme polysémique qui signifie beaucoup de choses. Quand on regarde les grands États actuellement, chaque État a sa propre liste de groupes terroristes. Le problème qui se pose pour définir le terrorisme, normalement le terrorisme doit être défini selon l'acte. Sauf que les grandes puissances ont tendance à définir le terrorisme non pas selon l'acte en soi, mais selon l'auteur. Ça veut dire que le même acte, il est commis par des auteurs différents. C'est-à-dire, quand il s'agit des Iraniens, c'est du terrorisme. Quand il s'agit des alliés des États-Unis, on les considère comme des alliés de la liberté. Du droit à la défense. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est on regarde le groupe de PKK, le groupe kurde.
Oui. En Turquie, il est considéré comme un groupe terroriste. En Syrie, il est considéré comme des libérateurs. Ça veut dire que le même Kurde qui traverse la frontière de la Turquie vers la Syrie change de statut. En Turquie, il est considéré comme un terroriste. Et une fois qu'il traverse la frontière, et c'est tout l'enjeu actuellement. Elle me semble en tout cas pour les États du Moyen-Orient, les États faibles, ça reste. Merci. Merci à vous. Oui, continue l'idée quand même, monsieur Hamel. Ce que je veux dire, c'est que ça reste l'élément principal, ça reste justement de renforcer les États pour qu'elles puissent répondre aux besoins de sécurité et économique de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De répondre à ce fléau. Merci beaucoup, Monsieur Tawfiq Hamel. Désolé de ne pas aller jusqu'au bout de l'idée. Et Dieu sait que c'est très intéressant. Je rappelle qu'il était avec nous donc Tawfiq Hamel, consultant international, chercheur en géopolitique militaire, et Eli Hatem, avocat et homme politique français. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.